naissance se sont développées à travers des fédérations au niveau régional ou au niveau national qui visaient à essayer d'appuyer ces différentes initiatives, mais qui également commençaient à essayer de jouer un rôle de corps intermédiaire, de participer au dialogue politique et aussi de devenir du coup des interlocuteurs de partenaires techniques et financiers aussi au niveau international dans le cadre des projets qu'ils mettaient en place. Donc ça, c'est un petit peu ce que l'on peut voir en remontant un peu dans l'histoire de la participation historique des parents au niveau de l'école. Maintenant, la question de la gouvernance participative elle-même, on voit qu'elle elle relève d'une autre logique. La déclaration de Dakar en 2000, donc 10 ans après celle de Chomsyen, présente vraiment le concept d'une réforme de la gestion de l'éducation qui essaye de s'éloigner de l'idée d'une gestion centralisée en allant vers une approche, une gestion décentralisée, participative. Et donc là, c'est un nouveau paradigme de gouvernance qui s'invite. Il y a une étude en 1994 qui a déjà essayé de faire le point un petit peu sur les motivations, les objectifs de cette nouvelle approche. Et c'est intéressant de rappeler qu'ils sont multiples, en fait. On a des objectifs qui sont idéologiques, qui partent du principe qu'il faut renforcer le pouvoir des communautés sur les prises de décision. On a des objectifs qui sont économiques, qui sont d'accroître les ressources disponibles pour le secteur, en essayant d'aller les chercher auprès de ces partenaires. On a des objectifs qui sont plutôt d'ordre politique, où l'État, le gouvernement central, essaye de renforcer sa légitimité en partageant sa responsabilité avec les différentes parties prenantes. Et pour les citoyens, l'ambition politique est de pouvoir accroître leur pouvoir au niveau des décisions qui sont prises et de la gestion de la chose publique en général. Après, il y a des objectifs un peu plus opérationnels qui sont d'essayer de ce que les populations, les parties prenantes au niveau local s'approprient plus les initiatives qui sont impulsées par le niveau central ou par des différents projets. Dans ce cadre-là, d'aider à ce que ces initiatives améliorent leur pertinence, leur efficacité et leur durabilité dans le temps. Et enfin, il y a des objectifs de renforcement de capacité des uns et des autres en termes de gestion, de pilotage, de suivi, en faisant participer tout le monde à ces différents processus. Une réalité de cette démarche pour aller vers plus de gouvernance participative, c'est que concrètement, on redistribue le pouvoir de décision, le pouvoir de contrôle aussi de ce qui est fait. Et par là, on commence à questionner, on questionne du fait les légitimités des uns et des autres à participer à tout cela. Dans ce cadre-là, l'étude essaye de trouver un petit peu une grille de lecture de ces nouveaux paradigmes de gouvernance participative. Et qu'est-ce qu'on peut trouver concrètement sur le terrain en termes de structures de gouvernance? Dans ces structures, qui est-ce qui concrètement exerce le contrôle sur les décisions? Et du coup, quelles sont les légitimités qui sont reconnues? Donc, ces différents modèles en fait qui ont été développés pour essayer d'encadrer cette réflexion, ils partent de l'idée qu'en fait les réalités peuvent être très différentes et on peut soit être dans une logique de pseudo-participation qui parfois est appelée tokenisme, où c'est pas qu'on fait semblant, mais en tout cas on est dans une participation assez superficielle des uns et des autres. Et pour aller vers des modèles où là, on est vraiment sur une participation réelle. Et donc là, il y a 4 types de structures de gouvernance qui apparaissent un petit peu en étudiant ce que l'on trouve. On peut être dans des cas de forums de délibération où en fait les choses ne changent pas vraiment. Le contrôle de l'école est toujours exercé par l'administrateur, la direction de l'école, qui est un professionnel du secteur. Et donc c'est cette légitimité professionnelle qui reste dominante.
il y a des espaces, des situations dans lesquelles la structure de gouvernance est plus une caisse de résonance, c'est-à-dire que le contrôle est toujours exercé par l'administrateur, mais il doit quand même obtenir les avis des uns et des autres sur ses propositions. Donc c'est toujours sa légitimité professionnelle qui est présente, mais on commence à considérer que il faut quand même pouvoir reconnaître l'intérêt, donner une importance à la vie de ceux qui utilisent l'école, le service. Et dans ce cadre-là, on ouvre un petit peu les discussions. Euh, Ensuite, on a des structures de gouvernance qui, là, commencent à vraiment rentrer de plein pied dans une vraie gouvernance participative, où là, on peut considérer que ces structures sont plus de l'ordre du comité exécutif. Il y a un vrai partage du contrôle de la gestion entre l'administrateur, les communautés, éventuellement les autres professionnels qui sont au sein de l'école, donc là, les enseignants. Et dans ce cadre-là, on commence à rentrer dans un enjeu de légitimité démocratique, parce que les différents membres sont en général élus. On continue à valoriser la légitimité professionnelle des uns et des autres, mais c'est principalement cette élection de chacun des membres qui leur donne leur légitimité. Et enfin, on a une version plus aboutie peut-être de ces structures de gouvernance qui sont le cas où ce sont de véritables organes de direction. Toutes les décisions sont prises par la structure de gouvernance. Les rôles sont indépendamment distribués en fonction que l'on soit professionnel, administrateur ou alors qu'on soit membre de la communauté. Et là, c'est vraiment la légitimité démocratique qui prend le pas, c'est-à-dire on écoute celui qui a été élu d'abord et on consulte éventuellement les autres par rapport à des enjeux plus techniques professionnels. Donc, c'est un petit peu le paysage conceptuel qui apparaît lorsque l'on essaye de savoir quels sont les différents types de structures de gouvernance que l'on trouve sur le terrain. Dans le cas des COGES, du coup, on essaye de revenir un petit peu maintenant sur ce que l'on observe en Afrique subsaharienne sur le terrain. Et on peut déjà, pour commencer, se rappeler un petit peu quels sont les différents acteurs que l'on a autour de l'école. Les parents d'élèves, en premier lieu, les élèves eux-mêmes, bien sûr. Au niveau de l'équipe pédagogique, on a le directeur de l'école, les enseignants, les autres personnels de l'école, administratifs ou d'entretien, etc. On a aussi autour de l'école les services déconcentrés, qui représentent le ministère de l'Éducation, mais au niveau local. Et on trouve également ce que l'on peut appeler au sens large la communauté. La communauté, dans certaines situations, elle est représentée par des collectivités locales lorsque la décentralisation est vraiment en marche et que on dispose au niveau local de structures élues et qui donc disposent voilà, de ressources, de moyens, de personnel. Mais sinon, ces communautés locales peuvent être plutôt représentées par différents types d'entités, donc plutôt des représentants plus traditionnels, comme des chefs de quartier ou des autorités traditionnelles, etc., etc. On a aussi dans le paysage des organisations de la société civile qui, elles, sont vraiment structurées et qui peuvent représenter soit des intérêts de groupes particuliers, soit être des organisations qui participent un peu au développement local. Et puis, on a souvent aussi la présence de mécènes, de sponsors de l'école, qui sont, en général, ça peut être un bienfaiteur qui appuie l'école financièrement, matériellement. Donc, ça, c'est un petit peu le paysage que l'on voit apparaître lorsque l'on regarde un petit peu qui est en interface avec l'école. Et dans ce cadre-là, l'étude qui a été menée a essayé de voir un petit peu quelle était
pour les comités de gestion scolaire les architectures institutionnelles que l'on pouvait trouver. On s'est intéressé aux architectures institutionnelles parce qu'en fait, elles représentent un petit peu la mécanique de représentativité qui apparaît au niveau des COGES. De manière très concrète, on a identifié une première architecture institutionnelle qu'on a appelée les COGES ouverts. Et là, on est sur une structure qui est assez proche de celle d'une association. On a une assemblée générale ouverte qui élit un ensemble de membres. Et ces membres élus constituent le bureau exécutif, avec à minima des postes de président, secrétaire, trésorier. Et ce bureau exécutif peut être constitué de faire intervenir des membres de droit, c'est-à-dire certains représentants certains individus qui seront de toute façon membres du bureau exécutif. Et la constitution de ce bureau exécutif est aussi encadrée par différentes règles qui font que certains postes sont forcément réservés à certains types d'individus, de parties prenantes, comme par exemple le poste de trésorier qui peut être réservé à des parents d'élèves, ou alors le poste de secrétaire qui peut être réservé aux enseignants. Et puis il y a aussi un ensemble de règles de non-cumul pour essayer encore une fois d'encadrer un petit peu la composition du bureau exécutif. Et en règle de non-cumul, on trouve pas souvent le fait que le directeur ne peut pas assumer le poste de président du comité de gestion. Ou alors le fait que on ne peut pas avoir en tant que trésorier du personnel de l'administration de l'école. Il y a souvent une structure de contrôle de type commissariat aux comptes qui est également élue pour, de manière un petit peu externe, suivre l'activité de ces bureaux exécutifs. Donc, une première architecture qui relève vraiment d'une approche très libérale où on ouvre l'élection de ces COGES à l'ensemble des acteurs qui sont présents sans distinction particulière et sans encadrer le poids des uns et des autres. On a ce modèle, on le trouve notamment à Madagascar, au Mali, au Malawi, en Gambie, au Soudan du Sud. C'est très souvent le modèle qui est utilisé en Afrique plutôt anglophone, même si on voit qu'il y a quelques pays francophones qui ont cette approche également. L'autre architecture qu'on trouve, là, c'est des COGES plutôt structurés, où vraiment on essaye d'organiser la représentativité des uns et des autres dès le départ, et où on identifie les parties prenantes autour de l'école et on réserve à chacune de ces parties prenantes un ensemble de membres, enfin un nombre de membres qu'ils pourront élire. Donc déjà, on organise les équilibres au sein du COGES et ensuite ces différents membres élus vont eux-mêmes pouvoir s'organiser pour mettre en place un bureau exécutif. Et là encore, sur le bureau exécutif, on trouve toujours ces règles de non-cumul ou alors ce fléchage d'un certain nombre de postes pour essayer de contrôler encore une fois les rôles des uns et des autres tout en laissant un fonctionnement démocratique d'élection se mettre en place au niveau local. Donc, ces architectures, elles apparaissent dans les textes législatifs, réglementaires, que l'on trouve dans les différents pays et qui organisent officiellement, définissent officiellement comment doivent être mis en place les COGES. Et on voit que dans ces textes-là, il y a parfois un certain nombre d'ambiguïtés encore, de zones un peu grises sur la manière dont certains représentants peuvent être élus. Et
donc on se retrouve aussi souvent dans des situations où on est sur des formes un petit peu hybrides en fait, où on a un système de COGES ouvert qui est prescrit par les textes, mais finalement dans la mise en œuvre, on revient un petit peu à des approches plus structurées où on définit quand même le poids des uns et des autres dans les différentes instances. Et c'est parfois à l'occasion de la mise en œuvre de la mise en place des COGES à un niveau très opérationnel, c'est-à-dire au niveau des modules de formation, des guides que l'on essaye de diffuser sur le terrain pour accompagner la mise en place de ces structures. Eh bien, c'est dans ces démarches opérationnelles que on peut mélanger un petit peu les deux approches. Donc, les comités de gestion structurés, on les trouve notamment, c'est des formes qu'on trouve notamment au Burundi, en Côte d'Ivoire, en Afrique du Sud, pour quelques exemples. Donc, il y a ce grand enjeu en fait de l'équilibre entre les acteurs au niveau des comités de gestion des écoles. Et lorsque on fait un panorama un petit peu de tout ce qui se fait et sur lequel on a suffisamment de documentation, on voit que les parents restent prépondérants en général ont un poids prépondérant dans les comités de gestion en tant que tels, mais également dans leur bureau exécutif directement. Les parents sont prépondérants, mais il règne toujours une certaine ambiguïté dans la relation entre le comité de gestion et les associations de parents d'élèves. Les associations de parents d'élèves sont parfois considérées comme étant, dans de rares cas finalement, considérées comme étant l'instance suprême auprès de laquelle les COGES sont redevables. Et dans ces cas-là, les associations de parents d'élèves peuvent même faire office d'assemblée générale au sein de laquelle on élit les COGES, en invitant à cette occasion les autres parties prenantes de l'école. Mais finalement, ces situations sont assez rares et le plus souvent, on est dans un certain flou ou en tout cas une vraie ambiguïté sur la relation qu'il y a entre les associations de parents d'élèves et les COGES. Euh, on essaye, on voit que dans un certain nombre de pays, on essaye de contrôler un petit peu cette relation, éventuellement en excluant les représentants de l'APE des bureaux exécutifs du COGES. D'autres fois, au contraire, certains pays essayent de fusionner un petit peu ces deux bureaux exécutifs, ou en tout cas que les parents qui sont membres du bureau exécutif de l'APE jouent aussi un rôle dans le bureau exécutif du COGES. Mais donc les situations sont très variées et un certain nombre de textes reconnaissent d'ailleurs que cette mise en place des COGES porte en elle parfois des prémices de conflits entre ces nouvelles structures et les associations de parents d'élèves qui sont déjà présentes depuis longtemps auprès des écoles. Si on prend par exemple l'autre personnage principal que l'on trouve au niveau de l'école, qui est le directeur de l'école, on observe que dans une logique d'ouverture de la gestion de l'école auprès de l'extérieur, des communautés, son rôle est limité. Dans les textes, comme je le disais tout à l'heure, souvent interdit de jouer le rôle de président, mais on voit que les processus par lesquels les COGES sont mis en place, les élections des COGES, la mobilisation des différents acteurs pour qu'ils participent à ces élections, etc. Dans tous ces processus, le directeur, en fait, a un rôle prépondérant. C'est lui qui est chargé, en général, de stimuler cette dynamique.
Donc, on comprend bien que à ce niveau-là, il y a déjà une sorte de conflit entre cette limitation du rôle que l'on souhaite donner au directeur d'école et le fait qu'il reste central dans la mise en place effective des comités de gestion des écoles. Quand on regarde les enseignants, on voit que les textes ne prévoient une place pour les enseignants, mais pas forcément un rôle très explicite. Et lorsque l'on essaye de voir dans la réalité ce qui se passe, le rôle des enseignants est assez peu documenté. Euh, Tout est très centré sur le rôle des parents, le rôle du directeur et d'autres acteurs plus institutionnels, mais celui des enseignants est assez peu discuté. Et à ce titre-là, il semble un petit peu sous-exploité euh, dans, euh, dans les COGES, sachant que tout le monde s'accorde à dire que les enseignants sont, à une position qui leur permet d'être au centre de tout ce qui se passe dans l'école, sans en être le responsable ultime en tant que directeur, sans être à l'extérieur comme les parents. Et donc, on a l'impression, et il est souvent évoqué, le fait que ce rôle est manifestement sous-exploité. Les élèves, quant à eux, sont rarement présents dans les comités de gestion. Souvent, c'est des raisons de maturité qui sont invoquées. Puisque concernant les écoles primaires, on est sur des tranches d'âge qui sont de 6 à 12 ans. Donc, dans certains pays, rarement, les élèves des dernières années du primaire sont invités au COGES, mais euh, il est plutôt privilégié, concernant les élèves, il est privilégié la mise en place d'instances à part, qui sont réservées aux élèves et où ils ont la possibilité de s'exprimer dans un cadre plus libre. On comprend bien que dans une structure de gouvernance d'une école comme les COGES, les élèves ont du mal spontanément à faire exprimer leur voix et à être partie prenante de discussions et de décisions qui peuvent être assez complexes. Enfin, on a les services déconcentrés de l'État. Et là, leur rôle, qui est institué par les textes, il se situe entre celui de partenaire du COGES, l'aider à se mettre en place, l'accompagner dans ses démarches, mais aussi les services déconcentrés doivent jouer un rôle de supervision du fonctionnement des COGES, avec la possibilité d'alerter sur des dysfonctionnements et éventuellement, dans certains pays, de destituer des COGES qui fonctionneraient mal. Donc, on est encore une fois dans dans ce positionnement double des services déconcentrés comme partenaire et comme structure de contrôle. Et enfin, il y a un certain nombre de textes qui instituent la mise en place de fédérations régionales de comités de gestion, avec l'idée que ces fédérations régionales peuvent venir appuyer le fonctionnement des COGES, mais aussi jouer un peu un rôle de relais dans leurs revendications éventuelles qu'ils auraient à des niveaux supérieurs que celui de l'école, donc au niveau des autorités régionales, voire même des autorités nationales. Donc c'est un petit peu les conclusions qu'on voit concernant la place qui est donnée aux différents acteurs dans les différents textes et dans les différents outils qui essayent d'aider à la mise en place des COGES sur le terrain. Donc, sur cet aspect-là, on a envie de considérer quand même que les COGES en tant que tels, c'est un sujet qui finalement se situe à la frontière entre des questions strictement éducatives, qui est-ce que l'on doit faire participer à l'activité de l'école pour améliorer l'éducation, mais c'est aussi des questions tout simplement politiques qui se présentent.
en se demandant qui doit et qui peut jouer un rôle dans la gestion d'un service public. On a vu qu'il y a une vraie filiation avec l'idée de participation des parents à l'activité de l'école de manière générale, et notamment leur participation financière. Mais ici, on entre dans un espace de réflexion qui est bien plus large et qui pose toutes ces questions autour de la politique publique en général et de la manière dont on envisage la gestion de ces services publics. L'étude ensuite essaye de visualiser de manière un peu plus précise qu'est-ce qu'on demande au COGES, pourquoi est-ce qu'on les met en place. Et là, il y a 3 types de fonctions principales qui apparaissent. Le soutien au fonctionnement de l'école, donc ça on l'a vu, il s'agit d'une part d'apporter des ressources à l'école. Il est inscrit dans les textes que les COGES ont ce rôle, dans la plupart des textes. Mais également le soutien au fonctionnement de l'école, dans le sens où le COGES est aussi vu comme une structure qui facilite la communication entre l'école et son environnement, étant donné qu'il intègre un certain nombre de parties prenantes de l'environnement. Les COGES aussi, en tant que structure qui est sous la présidence des parents d'élèves, permet à l'école d'aller vers différents acteurs peut-être avec lesquels elle aurait plus de mal à échanger, notamment, on le voit dans un certain nombre de textes, l'ambition de pouvoir aller plus facilement vers des soutiens extérieurs, des appuis de partenaires qui seraient disposés à appuyer les communautés, mais pas spécialement un service public de l'État. Donc ça, c'est la première fonction qui apparaît dans les textes pour les comités de gestion des écoles. Mais maintenant, en parlant de gouvernance vraiment participative, il y a une deuxième fonction qui est celle qui tourne autour du pilotage et de l'organisation générale des établissements. Concernant l'organisation générale des établissements, là, il s'agit de pouvoir discuter au sein du comité de gestion d'un certain nombre d'adaptations que l'école en question, que l'établissement pourrait faire pour correspondre le mieux aux besoins des populations qu'elle est censée accueillir. Donc en termes de calendrier, décider un petit... Certains pays offrent la possibilité à certaines écoles d'ajuster leur calendrier de vacances scolaires, notamment. Mais surtout des organisations plus quotidiennes sur les horaires et sur certaines fois des aspects curriculaires. Certains pays permettent aussi aux écoles d'innover à leur niveau sur une petite partie du curriculum pour essayer de prendre en compte le contexte local et d'intéresser au mieux les élèves. Et donc dans ce cadre-là, en général, les COGES ont mission de pouvoir contribuer à cette réflexion sur ce genre d'adaptation. Et puis, l'autre aspect de cette fonction, c'est vraiment le pilotage de l'établissement. Donc là, définir une vision pour l'école et la manière de réaliser les différents objectifs que cette vision pourrait porter. De manière très, très concrète, souvent, ce pilotage des établissements par les COGES s'organise autour de l'élaboration d'un plan de développement de l'école qui fixe des objectifs et qui indique les contributions des uns et des autres, donc de l'équipe pédagogique, des parents, mais aussi des services déconcentrés, éventuellement d'autres partenaires, leur contribution pour atteindre les objectifs que se fixe l'école. Et ensuite, ce plan de développement fait l'objet d'un suivi périodique pour voir si les objectifs sont atteints, à quel niveau, et si chacun a joué son rôle. Donc ça, c'est vraiment la deuxième fonction qui est attribuée au COGES, le pilotage et l'organisation des établissements. Et une troisième concerne la gestion directe des ressources et le contrôle de cette utilisation. Et donc là, on est vraiment plutôt dans une logique où le COGES
joue un rôle dans le fonctionnement quotidien de l'école et encadre les comportements, les attitudes de l'équipe pédagogique, hein, principalement, directeurs et enseignants. Donc, ça, c'est les trois fonctions que l'on trouve, et rapidement, lorsque l'on étudie les différents textes, on voit un petit peu comment est-ce qu'elles, la place qu'elles peuvent avoir suivant les pays. On voit que cette place, la place de chacune de ces fonctions est très différente en fonction des différents textes de loi qu'on peut exploiter. Le soutien contributif à l'école est quand même prédominant la plupart du temps. Le pilotage apparaît aussi comme le pilotage et la gestion apparaissent comme les deux fonctions suivantes, et les fonctions de contrôle, elles, sont aussi présentes dans un certain nombre de textes, mais de manière plus ténue, finalement. Donc ça, c'est ce que l'on voit sur le fonctionnement des COGES. Maintenant, l'étude essaye de se pencher plus précisément sur l'efficacité des COGES. Et est-ce que tout ce que les textes prévoient, toutes les ambitions que l'on met dans les COGES, concrètement sur le terrain, est-ce que cela fonctionne et de quelle manière? Donc cette partie de l'étude s'appuie principalement sur des travaux de recherche, des études de terrain qui ont été menées autour des COGES, etc., et essaye de synthétiser un petit peu les différentes observations qui sont faites et constats autour de cette efficacité. Alors il y a un premier point qui est que on voit finalement une appétence limitée des parents à participer dans les comités de gestion des écoles pour différentes raisons, et souvent sont invoquées, on le disait tout à l'heure, la crainte d'être sollicité une nouvelle fois pour contribuer financièrement au, au fonctionnement de l'école. La crainte aussi parfois de vivre des échanges conflictuels lors des réunions des comités de gestion des écoles vis-à-vis de la direction, voire même vis-à-vis d'autres parents lorsque il s'agit de mobiliser les parents pour soit le financement, soit la participation à différents travaux. Il y a le sentiment aussi de ne pas vraiment participer aux décisions qui sont prises et donc quelque part de venir pour rien. Et enfin, la perception que ce qu'on leur demande au sein des comités de gestion, et notamment au niveau des bureaux exécutifs, c'est parfois des fonctions qui sont trop exigeantes, qui sont chronophages, et ce sont des fonctions qui, globalement, généralement, ne sont pas indemnisées. Or, elles peuvent générer des frais personnels si on souhaite les faire correctement. Par exemple, aller faire un plaidoyer pour l'école auprès d'une autorité qui ne se situe pas dans le même lieu que l'école, il faut se déplacer, etc. Donc, il y a une appétence limitée pour ces différentes raisons. Ensuite, il y a souvent un cadre culturel qui limite un petit peu le rôle que chacun peut jouer. Et là, notamment, on se retrouve souvent avec la question du genre qui rentre en jeu, puisque les rôles assignés socialement aux femmes dans un certain nombre d'endroits font que ce ne sont pas elles qui se positionnent et qui sont positionnées pour prendre des décisions au nom de la collectivité. Mais également, il y a aussi des habitudes qui sont de donner un rôle de représentation aux autorités qui sont déjà reconnues au sein de la communauté. Des autorités traditionnelles ou alors des bienfaiteurs qui, parce qu'ils ont ils ont des ressources qu'ils mettent, avec lesquelles ils sponsorisent, ils financent tout un tas de services au sein de la communauté, ben, ces mécènes sont spontanément choisis pour être les représentants des parents, notamment.
On voit aussi que les processus par lesquels les COGES sont constitués, donc les élections, enfin, l'étape des élections et de constitution des COGES, finalement assez peu encadré. C'est le directeur qui souvent doit se débrouiller pour organiser tout cela, et les services déconcentrés qui théoriquement ont un rôle de supervision de la régularité de tous ces processus sont rarement présents lors de ces moments-là. Donc, on a finalement un certain nombre de facteurs qui viennent limiter, on voit la représentativité des comités de gestion. Est-ce que le fait que les personnes élues représentent réellement les différentes parties prenantes que l'on souhaite voir participer à la vie de l'école? Donc une première question autour de la représentativité au sein des comités de gestion. Ensuite, leur fonctionnement au quotidien, on voit qu'il y a un certain nombre de contraintes et d'opportunités qui apparaissent et qui doivent être vraiment étudiées avec précision. Déjà, ce que l'on observe dans la plupart des pays, c'est que les textes réglementaires et les outils pratiques pour pouvoir jouer son rôle au sein du comité de gestion, tous ces éléments sont très peu présents au niveau des écoles. Et dans la très grande majorité des cas, lorsque ces textes sont présents ou que des guides pratiques sont disponibles au niveau des écoles, c'est souvent suite à un projet sur financement extérieur qui est venu essayer d'appuyer cette dynamique-là. Donc c'est une première limite qui fait que les uns et les autres ne savent pas forcément exactement quel est leur périmètre de responsabilité et le rôle qu'ils sont censés jouer au sein du comité de gestion. Le deuxième point concerne l'information des membres du comité de gestion et des communautés, de la communauté en général envers laquelle ils sont censés être redevables. Ces membres, finalement, ont assez peu d'informations sur les ressources qui sont mises à disposition de l'école, les objectifs que le ministère donne aux écoles. Et dans ce cadre-là, leur capacité à jouer leur rôle pour participer soit au pilotage de l'établissement, soit au contrôle de l'utilisation des fonds, bah, leur capacité s'en trouve très très limitée. Il y a différents canaux qui sont identifiés et qui sont exploités dans certains pays pour améliorer cette information, notamment les médias de masse, qui sont souvent le premier canal d'information des communautés autour de ce qui se passe à l'école et de manière générale, donc la radio, télévision, etc., dans les endroits où c'est accessible, et l'affichage public. Mais aussi, il y a des dispositifs un peu plus spécifiques qui sont mis en place, comme par exemple les tableaux de bord des écoles qui avaient été évoqués précédemment et qui sont là une mise à disposition dans les écoles d'un ensemble d'informations par l'État, par le ministère de l'Éducation, sous forme de tableaux qui essayent de synthétiser un petit peu les ressources qui sont mises à disposition de l'école et les résultats que l'école a en termes de réussite aux examens, etc. Mais dans certains pays, on explore la possibilité d'intégrer les comités de gestion des écoles au circuit officiel de circulation de l'information du ministère de l'Éducation. Et ça, c'est une autre voie qui est assez prometteuse pour essayer de généraliser un petit peu un niveau d'information suffisant pour que les uns et les autres puissent jouer leur rôle et vérifier que aussi le comité de gestion de l'école joue bien son rôle. Une contrainte importante qui apparaît, c'est la capacité de chacun à pouvoir assumer ses fonctions. Au sein des COGES, on a vu que, au-delà de la contribution financière et de faciliter la communication avec l'école, les, oups, pardon, les, les rôles sont parfois assez exigeants
pour les différentes parties prenantes du COGES, et notamment pour les parents, voire même pour les enseignants ou d'autres représentants de la communauté. Les plans de développement de l'école, c'est des objets très liés à nos habitudes de planification moderne, etc. La gestion des finances de l'école aussi fait appel à des notions certaines notions de comptabilité. Et tout ça se révèle assez exigeant pour bon nombre de participants, notamment en zone rurale, pour des participants qui seraient issus de milieux très défavorisés, qui auraient donc des niveaux d'alphabétisation très limités. Et on voit encore une fois ici que les femmes sont souvent, notamment en zone rurale, le groupe qui présente les taux d'alphabétisation les plus faibles et qui donc se retrouve en difficulté pour pouvoir participer pleinement à au fonctionnement de ces instances. Alors les capacités ne sont parfois pas à la hauteur, mais ça pose la question de savoir si les rôles qui sont donnés au COGES ne sont pas dans ce cas-là trop exigeants de manière très pragmatique. Et si on fait un petit écart par rapport à l'Afrique, cette préoccupation, elle est réelle partout, puisque on voit qu'en Europe et de manière plus générale dans les pays du Nord, il y a eu des alertes de l'organisation de l'OCDE concernant les rôles que l'on essaye de donner au conseil d'administration des écoles, qui, même dans ces contextes-là, peuvent apparaître trop exigeants. Juste Enfin, mentionner, Jonathan, que ton écran est plus partagé pour le moment. ah, pardon. Très bien, je vais refaire et je vais aller vers la fin. Voilà, C'est là bon. c'est bon. Ouais. Et enfin, le dernier point, c'est l'exercice de la redevabilité au sein des COGES. On a évoqué tout à l'heure le fait qu'on attend à ce qu'au sein des COGES, en réunissant la direction, les enseignants, les parents, etc., on va pouvoir contrôler un petit peu ce qui est fait avec les ressources mises à disposition de l'école. Mais ce que l'on observe, c'est que c'est pas aussi simple que ça pour les parents de dénoncer des comportements au niveau de la direction de l'école ou de certains enseignants. Donc, cette redevabilité en circuit court, comme on dit, directement au niveau local, elle est souvent peu opérationnelle. On l'a évoqué juste avant à cause du fait que les parents ou les communautés peuvent se sentir en fragilité par rapport au directeur d'école, mais aussi par rapport au fait que dans un certain nombre d'espaces, le conflit est quelque chose qui est assez mal vécu. Et finalement, les enseignants, qui peuvent être, que l'on peut voir absents souvent, etc., sont aussi des membres de la communauté. Et donc, il est parfois un peu difficile d'exercer cette redevabilité au niveau local. Et donc, on se rend compte que finalement, on reste avec la problématique du circuit long de redevabilité, c'est-à-dire que malgré le fait que les COGES peuvent permettre d'identifier des problèmes dans la gestion au niveau de l'école, pour que quelque chose se passe ensuite, on se retrouve devant la nécessité que le circuit administratif fonctionne au sein du ministère de l'Éducation, pour être clair, c'est-à-dire que les mécanismes de sanction ou de promotion des directeurs d'école, des enseignants, etc., au sein du ministère soient fonctionnels pour que d'éventuelles dénonciations ou remarques sur le comportement des uns et des autres puissent être suivies des faits. Hors de cela, il y a assez peu de recours pour les communautés, les parents, même s'ils sont membres directement du COGES, pour voir des changements se produire dans les comportements des uns et des autres.
Ensuite, l'étude identifie deux enjeux spécifiques dans les comités de gestion des écoles, qui est la gestion des ressources humaines. Et dans le cas où cette gestion des ressources humaines est confiée d'une certaine manière, où un rôle est donné au COGES, on voit que dans la plupart du temps, concernant les enseignants, il est attendu des COGES qu'ils jouent un rôle en termes de contrôle de l'absentéisme des enseignants. Et dans d'autres cas un peu plus poussés, certains COGES, en tout cas des expérimentations ont été menées où des COGES jouent le rôle de recruteur des enseignants directement. Et évidemment, ces initiatives, ces expérimentations posent du coup la question du statut des enseignants qui est donc remis en question dans ce cadre-là par rapport à un statut fonctionnaire vis-à-vis d'un statut plutôt de type contractuel qui permettrait au COGES de pouvoir réellement exercer un contrôle complet sur les enseignants. Donc là, évidemment, on commence à toucher à des questions vraiment de politique autour de cet enjeu du statut des enseignants. L'autre point spécifique que l'étude aborde, c'est la gestion des ressources matérielles et des infrastructures, et notamment les aspects de construction et d'acquisition, où on trouve des initiatives aussi où les COGES ont la responsabilité de organiser des constructions au sein de leurs écoles grâce à des fonds qui leur sont confiés, ou alors d'acquérir eux-mêmes un ensemble de ressources et de structures, et de ressources et de matériel. Et donc, dans ce cadre-là, on pose vraiment la possibilité de voir les comités de gestion devenir des vraies maîtrises d'ouvrage de ce qui habituellement est assuré par le niveau central en termes donc de construction, recruter des entreprises, suivre des travaux, ou alors en termes d'achat de manuels, de matériel scolaire. Et là, évidemment, tout un tas d'enjeux en termes de compétences à avoir pour pouvoir gérer ces processus. Donc, il y a beaucoup de sujets qui sont abordés dans l'étude concernant la manière dont les COGES sont mis en place, la forme qu'on leur donne, concernant aussi leur fonctionnement, et les ambitions qu'on peut raisonnablement nourrir vis-à-vis de ces comités de gestion. Ce qui est clair, c'est que ça apparaît comme un outil intéressant de gouvernance, qui a des formes différentes en fonction des pays. Une conclusion importante, c'est que les comités de gestion restent vus principalement comme des acteurs ou des outils pour augmenter la contribution financière et matérielle des parents. Et ça apparaît comme un point assez négatif dans le paysage, puisque ça met en péril le fonctionnement des COGES. On a vu que ça crée une désaffection pour les parents à participer au comité de gestion. Mais c'est aussi ça présente une incohérence assez forte avec les politiques publiques qui visent à réduire le coût de l'éducation pour les familles, pour améliorer l'accès et l'équité du système. Et donc, on se trouve parfois avec des contradictions entre ces objectifs politiques et puis la manière que l'on a de percevoir les COGES et de juger de leur efficacité en conservant un objectif qui est que ces COGES doivent permettre d'augmenter la contribution des communautés et donc en fait des parents au fonctionnement de l'école. L'autre point, c'est que le transfert de responsabilité au COGES, c'est pas neutre comme démarche et ça crée un enjeu de pouvoir au niveau local. Et comme tout enjeu de pouvoir, il porte ces risques de conflit et de captation de ressources au bénéfice de certains groupes. Dans les tâches qui sont assignées au COGES, on voit que c'est sans doute parfois exagéré
pour les capacités des membres, pour le temps qui peut y être accordé, et il est sans doute nécessaire de pouvoir recentrer ces tâches. Et que l'efficacité des COGES concernant la transparence, la redevabilité, voire la lutte contre la corruption, reste en fait très dépendante de la capacité du système à avoir une gouvernance efficace et pouvoir sanctionner le personnel qui dérape et pouvoir promouvoir aussi les individus qui présentent un engagement professionnel supérieur. Enfin, si on considère le COGES comme une structure de gouvernance autonome dans laquelle on a différentes parties prenantes, on a du mal à identifier envers qui le COGES est redevable en tant que tel. Ce groupe d'individus qui mélange des fonctionnaires, mais aussi des personnes extérieures à l'école, si un jour il crée un problème, il crée un dommage, de par ses décisions, de par sa gestion, on a du mal à identifier comment il rendra compte de ce qu'il a fait. Euh, pour un directeur d'école, un enseignant, c'est assez clair, on a un circuit hiérarchique au-dessus, mais par contre, pour les autres membres, les parents, d'éventuels membres de la communauté, là, on n'arrive pas très bien à savoir qu'est-ce qui se passera et comment est-ce qu'on pourra exiger à certains membres de rendre des comptes par rapport à leur comportement au sein des comités de gestion. Et enfin, il y a un certain nombre de recommandations qui sont modestement proposées, des suggestions pour la mise en place de ces dispositifs et qui sont en lien avec les conclusions. La première, c'est vraiment d'essayer de différencier le fonctionnement des COGES en tant que structure de gouvernance de tout ce qui est la contribution matérielle, financière des parents, leur activité bénévole. Le COGES peut être un lieu où on constate la nécessité de mobiliser des contributions additionnelles, mais ça ne doit pas être la structure qui assure ces contributions. On risque de brouiller un petit peu la lecture de ce que doit être cette structure de gouvernance. Limiter les tâches peut-être sur deux priorités. Le suivi et l'utilisation des ressources financières et matérielles dans une logique un petit peu de contrôle de ce qui est fait par la direction de l'école ou par d'autres acteurs concernant ces ressources qui sont au niveau de l'école. Et puis, prioriser aussi la participation au pilotage et à la conception et au suivi d'un plan de développement de l'école, puisque ça apparaît comme vraiment un levier efficace pour mobiliser les différents acteurs autour de l'école et que chacun puisse jouer son rôle de la manière la plus engagée possible, que ce soit les parents d'amener leurs enfants à l'heure à l'école, les enseignants d'être présents, d'assurer un accompagnement et le directeur d'organiser correctement les ressources au sein de l'école et de les gérer avec rigueur. Donc, c'est peut-être les deux priorités à conserver pour ces COGES, c'est peut-être limiter leur rôle en tant que pur gestionnaire des ressources et de participants à toutes les activités comptables, financières, etc. de l'école. Les modèles de COGES structurés semblent un petit peu s'imposer de fait pour pouvoir organiser un minimum la représentation des différentes parties prenantes. Les modèles de COGES ouverts laissent a priori énormément de questions, enfin posent énormément de questions sur qui finalement va se retrouver au sein du comité de gestion et de son bureau exécutif et à qui un rôle va être donné pour gérer l'école. Le rôle des enseignants pourrait être exploré peut-être avec plus d'intérêt dans cette gouvernance participative des écoles. Et enfin, dans beaucoup de pays,
il y a une mécanique de décentralisation qui est en route. Et donc, l'articulation entre les comités de gestion des écoles et les collectivités locales mérite sans doute d'être pensée et organisée de manière plus précise au fur et à mesure que cette décentralisation est en route. Les services déconcentrés, la direction des écoles resteront des acteurs incontournables de toute dynamique qui va se passer autour de l'école, si on souhaite qu'elle soit institutionnelle. Et donc, il s'agirait de pouvoir les mobiliser et d'en faire les premiers acteurs de ces changements que l'on souhaite introduire dans le système, si c'est le cas. Ce qui implique de pouvoir leur faire voir l'intérêt qu'ils ont, eux, à avoir un comité de gestion se constituer au niveau de leur école et qu'est-ce que ça, de quelle manière ça va faciliter et améliorer leur travail. La question de l'information des membres de COGES et de la communauté est importante. On a évoqué tout à l'heure les différentes possibilités qu'il y a pour les renforcer ce niveau d'information. Et enfin, le renforcement de capacité des membres de ces comités de gestion est inévitable et indispensable pour qu'ils puissent jouer les rôles. Et là, on sait que les ministères de l'Éducation ont déjà beaucoup de mal à pouvoir assurer la formation continue de leur personnel à eux. Et donc, sans doute que des modalités un petit peu innovantes peuvent être explorées, comme c'est le cas dans certains projets, et notamment la formation par les pairs et la mise en place de ces fédérations locales qui peuvent accompagner les nouveaux membres dans l'exercice de leurs fonctions. Donc voilà une manière de passer en revue le contenu de cette étude, les différentes conclusions et recommandations qu'elle apporte. Évidemment, les exemples précis autour des pays et des différents cas de figure que l'on voit sont développés dans le document. Un résumé exécutif aussi étant au début pour réussir à capter la principale partie. Cette étude, c'est une étude documentaire qui donc présente les limites de toute étude documentaire et c'est pour ça que les éventuels témoignages, contributions des uns et des autres sont toujours les bienvenus. Et dans ce cadre-là, je remercie déjà Armel de l'institution Initiative Développement qui a accepté de peut-être pouvoir lancer un petit peu une discussion en partageant leur expérience au Tchad concernant la mobilisation et la participation des parents au niveau de l'école et comment est-ce que la perspective des comités de gestion s'invite du coup dans ces réflexions-là. Mais je vous remercie pour votre attention et donc je laisse ouvert peut-être les discussions. Jonathan, je vais te faire un résumé dans le chat de tous les commentaires et les questions qui ont été posées dans le chat pendant ta présentation. Et peut-être si Armel, effectivement, peut intervenir maintenant pour donner ses commentaires, ça te laissera un petit peu de temps pour regarder ce que les participants ont envoyé. Et donc, on vous écoute, Armel. Je pense que votre micro doit être coupé. Il faut que vous ouvriez votre micro. C'est bon? Là, c'est bon. Ok. Je disais tantôt, j'ai envie de dire bravo à Jonathan pour cette étude, cette présentation, parce que c'est carrément le reflet du contexte aussi tchadien qui est un peu par extension du contexte des co-gestes subsahariens. Moi, pour me présenter, je suis le responsable du programme PACEP, donc AID, Initiative Développement, qui est une ONG française. Donc le PACEP, c'est en fait un projet d'amélioration de la
qualité de l'éducation de base et de promotion d'une gestion de proximité au Tchad. Je vais juste peut-être apporter un certain nombre de témoignages pour appuyer davantage la présentation de Jonathan, notamment sur le COGES et singulièrement la mission dévolue aux AME. Donc, nous avons assez d'expérience, notamment sur l'association des mères et éducatrices, en fait, au Tchad. C'est en fait ici comme une association qui se veut un peu, qui est d'ailleurs ouverte à toutes les mamans soucieuses de l'éducation de leurs enfants, en l'occurrence les filles. Et les missions qui sont dévolues aux AME ici sont singulièrement résumées en 4 axes, notamment la sensibilisation des parents pour l'importance de l'école des filles. Et en deuxième lieu, la sensibilisation également dans les tâches à déléguer au second rang les tâches domestiques généralement confiées aux filles. Et aussi en troisième lieu, c'est aussi de faire un suivi de la fréquentation de ces élèves, notamment le suivi de la fréquentation des filles qui souvent se voient confier les tâches domestiques qui impactent en fait dans leur scolarité. Et un dernier point, c'est aussi le développement des AGR par ces AME-là. Et ces AGR, à travers notre projet PACEP, nous apportons quand même un appui conséquent. Donc, nous finançons un peu le développement de ces AGR qui permet donc à ces AME, notamment d'apporter un appui vraiment conséquent dans le fonctionnement, dans la gestion des RH et puis dans le suivi du dispositif pédagogique des enseignants. Vous voyez, pour être plus précis, je citerai les exemples notamment des AME ici qui apportent aussi un appui dans la mise à disposition des tenues scolaires. Vous voyez, des tenues scolaires pour les élèves les plus démunis. Et aussi, dans ce développement des AGR, elles arrivent à développer, à générer un peu de revenus, faire des recettes et ça leur permet également de participer à la construction des bureaux des directeurs d'école. Et des fois aussi de refaire les murs, des fois cassés, défoncés dans les écoles. Donc, vous voyez, c'est pour témoigner un peu cette contribution de ces AME-là dans le fonctionnement, dans la gestion, dans même le paiement, la prise en charge même des enseignants. Vous savez, nous avons un dispositif qui montre que l'État est complètement défaillant dans le système éducatif. Et les maîtres communautaires, c'est comme ça qu'on les appelle ici, qui sont aussi une participation de la communauté dans le fonctionnement de l'école. Donc, la prise en charge de ces maîtres communautaires est dévolue également pas aux AME. Donc, ce développement des AGR leur permet d'assurer leur paiement, des fois même dans des périodes un peu difficiles, leur prise en charge en nature même par voilà, des céréales, des stockages et autres. Et du moment où elles font un peu des revenus, c'est un paiement même en espèces pour leur prise en charge. Et là, c'est pour souligner un peu ce qu'a dit Jonathan ici, cette envergure un peu vraiment participative et communautaire qui est dévolue au comité de gestion. Donc, bien entendu, il faudrait aussi faire une part des choses, parce que qui dit COGES, il y a aussi les APE,
qui sont les associations des parents d'élèves, qui, eux, ont, je dirais, carrément une responsabilité dans le fonctionnement, qui assure le fonctionnement et la prise même des décisions sur l'école. Maintenant, les AME, elles viennent en appui, elles sont complémentaires, mais elles ne font pas elles ne suppléent pas l'APE. Donc, ça, Et le développement de ces appuis, de ces activités, notamment, se matérialise à travers une élaboration d'un plan d'action, un plan d'action en lien avec les écoles, les établissements scolaires, et donc tout un dispositif de suivi dans la mise en œuvre de ces plans d'action. Je circonscrirai un peu tous ces exemples, ces témoignages par quelques bonnes pratiques qu'il convient vraiment pourquoi pas, de soutenir ou alors de passer en revue parce que cette implication de l'AME se fait en étroite collaboration avec les APE, notamment dans le processus de la création de ces AME. Et en deuxième lieu aussi, c'est la dimension, la légitimité de ces COGES, notamment à travers ces AME, c'est aussi l'implication des chefs traditionnels. Donc, entendez les chefs religieux, les chefs de carré, comme l'a souligné ici Jonathan, c'est aussi pour donner vraiment une légitimité à ces comités. Maintenant, quant aux organes ou quant à l'organisation, il va falloir asseoir une organisation plus transparente. Donc, pour les élections, c'est-à-dire inviter la mise en place de ces AME, de ce COGES, est assurée par une assemblée générale des communautés. Ça, c'est pour aussi donner un timbre un peu communautaire. Et aussi, donc, au niveau des compétences et des profils des personnes qui assurent un peu la gestion au niveau de ces comités, c'est aussi que les AME on est assez vigilants sur l'élection ou alors le choix de ces différents membres. Donc, je soulignerai aussi le fait de prendre le temps d'organiser au niveau de chaque étape la structuration de ces COGES-là, c'est qu'on prend un temps de voir un peu, de faire un lien entre le profil et la compétence et la volonté criarde qui est celle de vraiment d'évoluer au secours du développement des établissements scolaires. Et l'encouragement aussi des directeurs et des enseignants à s'impliquer davantage aux côtés de ces COGES. Donc, tout cela, c'est pour témoigner un peu ici que vraiment ce qui se fait, même au niveau du Tchad ici, il faut souligner une dépendance quand même, une fragilité de ces COGES, une fragilité de ces AM ou de ces APE, notamment leur dépendance des projets ou bien des appuis extérieurs. Donc, l'on se dit aussi que le défi est là de pouvoir asseoir des COGES plus autonomes, plus crédibles dans leur appui dans la gestion des écoles. Donc, voilà, ce sont un peu des initiatives qui demeurent toujours dépendantes des appuis et des apports extérieurs. Vous posez la parole, Jonathan, mais c'est pour témoigner un peu de ce qui se fait présentement ici au Tchad dans notre programme. Parce qu'à IB, nous avons des programmes qui se suivent et qui s'enchaînent et qui travaillent beaucoup avec les comités pour mon commentaire et mon témoignage par rapport au comité de gestion au niveau local ici au Tchad. Merci Armel pour
pour le témoignage. Et avant de très rapidement répondre aux questions qui ont été posées, comment dire, la priorité, ou en tout cas l'attention apportée principalement aux associations de parents d'élèves, aux associations de mères d'élèves au Tchad, et l'enjeu d'une crédibilité du COJES sur laquelle tu concluais, illustre, je crois, assez bien la, cette légitimité dont disposent les APE et les associations de mères, les AME aussi, plus récemment, auprès des différents acteurs. Leur ancienneté, le fait que ce soit une association, comme on disait, par les parents et pour les parents, vis-à-vis du COJES qui apparaît comme une structure nouvelle dont l'organisation est plutôt pilotée par l'administration. Et l'étude intègre les réponses qui ont été envoyées les réponses envoyées par 5 fédérations d'associations de parents d'élèves de 5 pays différents concernant leur vision et leur perception des comités de gestion. Et c'est beaucoup de dysfonctionnements qui sont souvent dénoncés par ces fédérations nationales, et notamment le fait que les parents ne peuvent pas jouer le rôle qu'ils devraient jouer dans les comités de gestion. Et cette critique qui apparaît particulièrement forte de la part des fédérations au Tchad. Donc ça semble rejoindre effectivement ce témoignage. Merci. En 2 minutes, je peut-être quelques éléments sur les questions qui ont été posées, parce que je crois que je vois d'autres mains. Il y avait une première question qui concernait le fait que les textes pouvaient être clairs, mais que le fonctionnement sur le terrain n'était pas efficace, et d'autres questions qui évoquaient comment est-ce que la redevabilité pourrait être exercée, notamment est-ce que les organisations de la société civile peuvent y jouer un rôle. Ce que montrent les différentes expériences, c'est que il doit y avoir une condition nécessaire, c'est la transparence et la circulation de l'information. Et là, il semble que tous les moyens sont bons pour y arriver, à 360 degrés, tout azimut, que vraiment ça, c'est un effort dans lequel on est sûr qui est utile, quoi qu'il arrive. Ensuite, l'usage de cette information et la possibilité d'avoir des voies de recours et d'exercer vraiment son rôle et sa responsabilité, là, effectivement, c'est des solutions plus complexes que chacun cherche à son niveau. Il y a un exemple qui avait été proposé, enfin, un exemple qu'on peut sortir du Ghana, où il y a des coalitions de COJES qui se sont mises en place pour que justement les parties prenantes des COJES et notamment les parents puissent se retrouver pour, renforcer mutuellement, partager l'information, etc. Et aussi passer à des niveaux supérieurs, donc au niveau de leur département ou de leur province, pour dénoncer ou faire valoir des revendications qu'ils auraient concernant parfois des cas particuliers de certaines écoles, et parfois des revendications plus générales sur notamment l'attente qu'ils ont envers le service déconcentré du ministère de l'Éducation qui est censé encadrer leur école, ou alors envers la collectivité locale qui est censée contribuer au financement de l'école. Donc ça, c'est un exemple, mais ensuite, d'autres options sont explorées en fonction des contextes locaux pour renforcer les capacités des parents et des communautés au sein du COJES à jouer leur rôle, et ensuite d'aider le COJES dans son ensemble à faire avancer, enfin à fonctionner normalement. Donc ça, c'était un premier élément. Il y avait une question sur est-ce qu'on sait s'il y a un effet entre tel ou tel type d'architecture institutionnelle sur le résultat des écoles en termes d'inclusion, de performance, etc. Il n'y a pas d'éléments qui ressortent de corrélation immédiate entre les deux, mais
ce qu'on observe, c'est que même dans le cas où, où on est dans une architecture institutionnelle ouverte, de type plutôt libéral en termes d'organisation, finalement, dans la mise en œuvre, de manière très pragmatique, les acteurs vont vite vers des aspects plus structurés. Et quoi qu'il en soit, organise un petit peu la représentation de telle ou telle structure, de telle ou telle partie prenante au sein du comité de gestion. Donc on a l'impression que une certaine structuration des comités de gestion, c'est un peu inévitable, indispensable, dans des environnements où bon, on n'est pas dans des fonctionnements démocratiques totalement horizontaux, où disons, tout individu est au même niveau et et à peu près la même position sociale, on va dire. Et enfin, la question de l'articulation avec les collectivités locales. Bon, il y a des exemples comme par exemple au Mali où le rôle de de la mairie dans la gestion des écoles primaires est très clair. Et dans ce cadre-là, il est clairement indiqué que le comité de gestion gère l'école pour le compte de la mairie. Et donc là, il y a une articulation qui est présentée de cette manière-là. Mais cette articulation, elle semble devoir être très dépendante de la réalité de la décentralisation et de l'existence des collectivités locales dans chaque pays. Donc les prérogatives qui lui sont données par la loi, et puis les capacités dont elle dispose en interne pour assurer son rôle et les ressources financières aussi qu'elle apporte ou pas aux écoles. Donc voilà peut-être pour faire un petit tour des questions qui avaient été posées avant. Merci beaucoup, Jonathan. Je propose qu'on prenne juste peut-être quelques minutes supplémentaires. Je vois qu'il y a 3 personnes qui ont levé la main et peut-être qu'ils peuvent du coup mettre leur caméra. Ça permettra de les voir avec plaisir. Je vois que Serge est le premier sur la liste. Et puis, il y a monsieur aussi Daou Amadou et monsieur Eblig aussi qui ont levé la main. Donc, peut-être en commençant par Serge, si tu veux intervenir. Oui, bien sûr. Pour la caméra, il faut que je fasse quelques réglages dans les paramètres, mais je vais essayer de faire ça. Donc, d'abord, un grand merci pour cette réunion et à Jonathan pour ce travail qui effectivement à la fois montre les difficultés de la démocratie locale d'une certaine façon et de tous les enjeux qui peuvent se poser autour de la gestion d'une école. On voit bien que l'adaptation, les comités de gestion ne peuvent pas exactement être les mêmes suivant le contexte, l'histoire et le contexte d'organisation et le rôle des collectivités locales et traditionnelles des communautés. Il y a quelque chose j'aimerais savoir, est-ce qu'on voit dans la documentation un lien, est-ce qu'on peut voir un lien entre le développement ou la mise en place des COGES et la tendance finalement à financer un peu directement, et je parle de l'État, c'est-à-dire à envoyer des subventions aux écoles sous forme financière. Puisque là se pose la question de qui gère l'argent ou qui va décider de l'utilisation d'un argent public de l'État, et ça renforce sans doute ça justifie et ça renforce le rôle des COGES. En revanche, s'il n'y a pas ces financements d'État, c'est vrai que je suis je comprends la première recommandation qui dit que finalement, c'est les APE, la puissance financière de la communauté locale ou de mobilisation de l'argent en faveur de l'école, et que le COGES a un rôle d'animation et finalement, il discute avec l'APE pour mobiliser des financements complémentaires à ceux qui peuvent être apportés par les services déconcentrés de l'État. Est-ce qu'on voit un lien entre où est-ce qu'on peut faire ce lien? Je pense notamment dans les remarques qui ont été faites entre les pays francophones et les pays anglophones. Les pays anglophones ont plus une tradition de financement sous forme des écoles sous forme directe. Est-ce que
est-ce qu'on peut faire ce lien-là entre financement par l'État et développement des COGES? Merci beaucoup, Serge. Peut-être, Jonathan, si tu es d'accord, on prend les deux autres interventions et puis tu réponds de manière groupée. Donc, Monsieur Daou Amadou, vous étiez le prochain sur la liste. OK, merci pour cette opportunité que vous me donnez d'intervenir à ce webinaire. Je suis enseignant dans un établissement secondaire à Abidjan et par ailleurs, je suis secrétaire général du Mouvement ivoirien des droits humains en charge des questions d'éducation, donc une organisation de la société civile. Et nous travaillons effectivement sur les questions de COGES surtout, mais aussi en tant qu'enseignants, nous vivons directement un certain nombre de difficultés. Et tout à l'heure, j'ai relevé quelques-unes de ces difficultés liées surtout au fonctionnement et à la transparence de la gestion des établissements scolaires. Et parce que de tout temps, qu'on soit enseignant ou personnel de l'administration de nos établissements ou même chef d'établissement, en tant qu'enseignant, je n'ai jamais su, je ne connais pas le budget de mon école. Et je fais des constats que même les supports pédagogiques en fonction des établissements sont mis à la disposition des enfants dans une école et pas dans une autre, alors que les deux établissements sont sur la même zone géographique et sans qu'on ne sache véritablement, on n'a jamais demandé aujourd'hui à un chef d'établissement de voir la caisse et les finances, ça va relever peut-être même d'un scandale à la limite, parce que ça ne s'est jamais fait. Ça ne s'est jamais fait. Moi, j'ai vu des présidents de COGES dans les textes en Côte d'Ivoire, il est dit clairement que les présidents du comité de gestion qui lèvent des fonds, les fonds-là viennent, c'est des fonds additionnels qui viennent accompagner les fonds de l'école. Mais on s'est retrouvé dans des situations de conflit quelquefois entre des chefs d'établissement et des présidents de COGES, simplement parce que le président de COGES dont la caisse est sûre de tout le monde, puisqu'on sait, c'est en fonction du nombre d'élèves et du prorata du nombre d'élèves qu'un financement est reversé. Mais quand le président du COGES demande au chef d'établissement, OK, je vais aller dans cette dépense, mais le complément de la dépense, là, les caisses disent que c'est vous qui devez les apporter. Mais je veux voir vos caisses. Mais les chefs d'établissement refusent. Clairement que non. Et on va travailler sur les fonds du COGES, mais pas sur le fonds de l'établissement. Parce que dans les écoles en Côte d'Ivoire, les écoles bénéficient de 3 fonds. Il y a les fonds du COGES, et il y a le FAES. Le FAES est un fonds d'aide aux chefs d'établissement qui vient pour aider dans le fonctionnement. Et puis, il y a le fonds même de l'école. Donc, aujourd'hui, pour nous, les organisations de la société civile, pour nous, les enseignants, pour nous qui sommes dans la communauté éducative, comment amener progressivement nos États vers ces gouvernements ouverts-là? Parce qu'il y a une initiative, je crois, de l'AFD, de la France, sur le gouvernement ouvert en Côte d'Ivoire, mais pour le moment, ça ne prend pas en compte ces aspects. Comment l'IEP même peut intervenir justement pour que les questions de COGES-là puissent rentrer dans le cadre de ces gouvernements ouverts-là, pour plus de transparence et surtout pour amener justement les comités de gestion à travailler pour l'amélioration des résultats et l'inclusion dans le système éducatif. Moi, je me suis retrouvé dans un établissement où, quelquefois, ce sont les parents d'élèves, donc le COGES même, qui met les élèves dehors. Parce que simplement, ces élèves-là n'ont pas payé les contributions de COGES. Et donc, à ce moment-là, ça crée forcément des problèmes. C'est-à-dire que ceux qui sont supposés même aider les enfants à venir à l'école sont ceux-là qui les mettent dehors. Parce que simplement, le parent ne s'est pas acquitté d'un droit de COGES, etc., etc. Donc, c'est autant de difficultés qu'il faut regarder chez nous. Et malgré les tests, l'action des COGES, là, c'est limité uniquement au lever de fonds. Et ça crée tellement de problèmes que en décembre 2020, le président de la République a pris un décret pour mettre fin à toutes les levées de fonds des comités de gestion, qui étaient des contributions exceptionnelles. Mais il y a les frais d'inscription, puisque les parents payent des frais d'inscription. Et anciennement,
un quota était pris dans ces frais d'inscription-là pour alimenter les COGES. Mais aujourd'hui, quand vous regardez de près, le contenu de ces fonds-là, c'est considérablement diminué. Là où au départ, 60% retournaient dans l'école, mais aujourd'hui, en tout cas, on attend de voir ce que le nouveau ministre de l'Éducation nationale en Côte d'Ivoire décidera, mais aujourd'hui, c'est moins de 30% de ces fonds-là qui sont réinjectés dans l'école. Les 70 autres pourcents retournaient pour financer le fonctionnement du ministère de l'Éducation nationale, ce qui est inadmissible. Donc, c'est autant de difficultés. Comment arriver à bout de ces problèmes-là? Bon, nous, aujourd'hui, on se tourne vers Jonathan, on se tourne vers l'UEP pour voir aussi comment former même les organisations de parents d'élèves. En Côte d'Ivoire, dans le cas spécifique des parents d'élèves, il y a des organisations de parents d'élèves, mais les parents d'élèves qui sont dans les COGES ne sont pas affiliés justement à ces organisations de parents d'élèves. Donc, c'est des laissés pour compte avec les chefs d'établissement. Donc, comment créer toutes ces synergies? C'est autant de difficultés auxquelles on est confronté qu'il faut peut-être trouver des solutions par la formation ou d'autres éléments. Donc, je voudrais juste m'arrêter là. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Daouamadou. Et donc, Monsieur Eblig, si vous voulez faire la dernière intervention avant qu'on repasse la parole à Jonathan. Merci, Jonathan, pour cette présentation, ce travail fourni. Moi, je suis Taïgué Ebligué, je suis le coordinateur national de PADIES, qui est une ONG nationale qui met en œuvre PACEP avec idée. Mais déjà, PADIES, c'est l'émanation de la GTZ d'éducation. C'était les membres de la GTZ d'éducation au Tchad, après 14 ans au Tchad, qu'on s'est retrouvés pour mettre en place une association jusqu'à ce qu'on soit reconnu comme ONG. Donc, nous avons beaucoup baroudé dans le domaine de l'éducation, tant au milieu rural qu'urbain. Alors, l'histoire de... Je crois qu'au Tchad, c'était nous-mêmes, quand on était à la GTZ, je crois que nous étions les tout premiers même à lancer cette idée de l'APE, structurer les APE. On était allé au moment des événements en 79, chacun s'est retiré dans son coin, on a retrouvé les enfants sans école, ceux qui savent lire et écrire, on regroupait les enfants dans les villages sous les arbres pour commencer à les enseigner. Alors les parents se sont dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se réunir, conjuguer nos efforts pour faire ne serait-ce qu'un hangar pour abriter les enfants. Fil à aiguille, c'est comme ça que c'est parti. Quand la GTZ est revenue, il a fallu structurer et restructurer ces APE et leur donner quand même une reconnaissance au niveau ministériel. Mais à côté, nous avions mis également les associations des mères d'élèves. Parce que les APE, les hommes pensaient que c'est pour eux. Ce n'est pas seulement, ce n'est pas pour les femmes, mais c'est pour les hommes. Donc les femmes sont systématiquement écartées. Nous avons suscité la création des AME. L'APE, nous avons aidé même les APE à avoir une fédération nationale. Je suis l'un de ceux qui ont élaboré même le texte de base de la FENAPET. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? La FENAPET ne joue pas son rôle. Ils ont créé un peu partout des structures décentralisées au niveau des provinces, des sous-préfectures, des cantons, mais c'est pour rafler de l'argent. Dans les écoles communautaires, les APE sont vraiment efficaces dans le niveau rural. Au niveau de la ville comme Djamena, mais c'est du clientélisme. C'est du clientélisme parce que les inscriptions et réinscriptions sont faites par les APE et qui alimentent leur caisse. À un moment donné, entre l'année 2001 et 2006, il y a un nouveau ministre de l'Éducation qui est arrivé, qui a pris une décision pour créer le COGES. Et qui l'a mis à la tête? C'est le directeur de l'école. Donc, les parents, comme l'a dit mon ami l'ivoirien, il y a un représentant des APE dans le COGES, mais il n'y a pas une représentation féminine. Dès que le COGES, il fait les inscriptions et réinscriptions, l'APE demande ses 10% pour alimenter sa caisse. Nous, tout mon problème à Djamena, c'est ça. Nous, vous êtes une association, c'est vous qui devez vous organiser en dehors de l'école pour aider l'école. Mais vous n'allez pas puiser, moi, parent d'élèves, dans la mesure où l'école est gratuite au Tchad. Mais nous avons vu que l'État n'arrive pas à subventionner. Vous allez trouver quelquefois dans une école, peut-être qu'on donne 10 boîtes de craie pour toute une année. C'est ce qui se passe réellement. Or, il y a un budget de l'État. Mais ces craies, elles vont. C'est des marchés fictifs qu'on donne aux gens et ces craies n'arrivent pas à destination. Mais si déjà, nous, les parents, on s'est donné la volonté, on dit on va contribuer à 1000 francs, 2000 francs pour réinscrire nos enfants, c'est pour aider les directeurs de l'école à faire fonctionner l'école, acheter les craies, acheter les cahiers de préparation. Et c'est ça qui crée la différence, le conflit entre APE et AME. Aujourd'hui, les APE sont là, avec une fédération en tête,
depuis qu'ils sont créés, la structure n'a jamais changé. Quand on nomme dans le COGES, c'est le directeur de l'école qui est président du COGES. Et le directeur, comment il est nommé? L'inspecteur qui nomme son homme de main pour lui faire de recettes. Il ne rend jamais compte aux autres membres. Alors, si aujourd'hui, l'APE, au niveau du Tchad, ne pense que appuyer financièrement et matériellement seulement l'école, moi je pense que ce n'est pas suffisant. Il y a la décision également, le gouvernement devait associer par rapport aux parents sur le modèle de formation qu'on veut donner à leurs enfants. Aujourd'hui au Tchad, l'éducation civique, la morale a disparu comme matière. Et ça a disparu. Il n'y a plus de matière d'éducation physique même à l'école. Mais les parents devaient interpeller le gouvernement. Le gouvernement devait faire appel, consulter les parents pour voir quel type d'éducation on veut donner à nos enfants. Là également, l'APE est absente. La fédération est absente. Ils ont laissé la main aux ministres, aux différents gouvernements, qui ont nommé des ministres comme qui veut, qui ne sont pas de la matière, et qui mettent des hommes à la place, qui mettent de n'importe qui dans le ministère, et qui ont saboté complètement l'éducation. Je vous dis franchement, on a reculé de 30 ans. Je me demande, si on ne fait pas attention, on va ramener encore d'autres expatriés, comme dans le temps au début de l'indépendance, les Béninois, les Sénégalais, pour venir enseigner l'école primaire. Parce que l'éducation est morte. Mais tout ça, c'est la faute des parents. On devait dire à l'État, non, ce n'est pas ça. Le ministre qu'on envoie, non, ce n'est pas ça. Tu dois suivre cela. Mais c'est les mêmes parents qui pillent encore les biens de l'école. Au niveau de N'Djamena, c'est politique. Mais au niveau des provinces, comme l'a dit M. Armel, en province, ça passe. Mais N'Djamena, nous avons vraiment des difficultés. Alors, moi, j'ai vu ici, M. Jonathan a parlé de COGES ouvert, COGES structuré. C'est vrai, j'ai vu un peu le schéma. Je peux interrompre M. Eblig. Si vous pouvez juste ramasser un tout petit peu votre propos, parce qu'on est déjà très au-delà du temps pour cette réunion. Le COGES structuré, on va devoir conclure bientôt. Il doit y avoir un groupe de parents, un groupe des enseignants et autres groupes, par exemple les associations civiles, qui doivent tous être membres du COGES et voir comment ça peut se fonctionner. Je crois que cela évitera mieux d'autres dérapages. Merci. Merci beaucoup. Désolée de vous avoir interrompu, c'est juste parce qu'on est beaucoup au-delà du temps maintenant, donc on va devoir conclure bientôt. Désolée s'il y a d'autres personnes qui voulaient intervenir, mais je pense qu'on doit aller un peu vers la conclusion de cette réunion. Guillemette voudra dire certainement aussi quelques mots de conclusion, mais avant ça, Jonathan, si tu veux réagir peut-être aux 3 interventions qui ont été faites. Oui, vraiment en 2 minutes, puisqu'il y a des choses qui se recoupent. Concernant la question de la gestion des fonds au niveau de l'école est-ce qu'il y a une relation entre présence de COGES, subventions, etc. Alors déjà, une première chose qu'on peut dire, c'est que suivant les pays, il y a des COGES qui sont chargés de gérer toutes les ressources financières de l'école et il y a des COGES qui ne sont chargés de gérer que les ressources additionnelles à l'école. Et là, se pose la question de savoir quelle est la finalité du COGES. Est-ce que c'est de faire participer tout le monde à la gouvernance ou alors de ramener vers l'école la gestion de fonds qui, à la base, sont gérés à l'extérieur et notamment par les associations de parents d'élèves. Et en Côte d'Ivoire, notamment, pour le collègue qui intervenait, les COGES doivent gérer toutes les ressources de l'école, sauf celles de l'État. Donc déjà, là, il y a une prise de position sur qu'est-ce que l'on donne à la gouvernance participative. Ensuite, concernant la question des relations avec les subventions, j'évoquais le fait que souvent, les textes législatifs, les guides, les manuels pour que les acteurs des COGES puissent jouer leur rôle et éventuellement même des formations, en général, on en trouve très peu. On en trouve très peu de traces au niveau des écoles. Et en fait, généralement, ces éléments-là, ces outils, ces formations, ils ont été diffusés à l'occasion de projets et ces projets-là, leur axe principal, c'était d'amener des subventions aux écoles. Donc en fait, souvent ce que l'on voit, c'est que l'existant en termes de COGES et de structuration des COGES vient justement d'un projet qui a voulu essayer d'envoyer des subventions directes au niveau des écoles. Surtout ça, effectivement, en Afrique francophone, où il y a beaucoup moins ce système de gestion, de subventions directes aux écoles historiquement.
Mais dans les autres pays, et notamment en Afrique anglophone, souvent dans les textes qui régissent les COGES, on a effectivement une mention du fait qu'ils ont vocation à gérer les enveloppes reçues par l'État. C'est vraiment explicite. Ensuite, évidemment, donc, pour aller sur les autres questions, se pose la question de l'efficacité. Est-ce que tout ça fonctionne bien? Est-ce que les parents peuvent jouer leur rôle, etc. Et là, peut-être c'est un élément qui ressort à la fin dans l'étude, qui est de dire quand même qu'en fait, là, la mise en place de ces dispositifs va bien au-delà de questions éducatives. Effectivement, Serge évoquait la question de la démocratie locale en général, mais oui, avec tout ce que ça implique en termes de relations, de pouvoir au niveau local, donc des aspects sociologiques, politiques, etc. Et ça amène à dire que la mise en place de ce genre de dispositif ne doit peut-être pas être laissée uniquement à des experts ou des responsables du milieu éducatif, mais doit faire intervenir des réflexions qui vont bien au-delà, justement, pour pouvoir accompagner et et encadrer et pouvoir anticiper aussi tous les effets pervers que l'on peut trouver au niveau local, lorsque l'on met en place des fédérations, est-ce que celles-ci vont pas avoir des incitations à dévier du rôle qu'on essaie de leur donner, et que du coup on touche vraiment à des questions qui ne sont plus éducatives, mais qui sont peut-être politiques au sens général du terme, de la manière de gérer la chose publique, et à ce titre-là, euh, des réflexions qui concernent sans doute autant les secteurs de l'éducation que de la santé et que des autres services publics que l'on espère voir sur le terrain fonctionner de manière voilà, fiable et efficace, quoi. Merci beaucoup, Jonathan. Peut-être, Guillemette, vous voudrez terminer la session en dernier, avoir le mot de fin et le mot de clôture, si vous êtes d'accord. Oui. Et de mon côté, je peux peut-être juste avant ça, déjà remercier Jonathan, bien sûr, pour l'étude qu'il a produite pour l'Institut, et dire quel plaisir j'ai eu de travailler avec lui sur cette étude. Vous mentionnez qu'effectivement, cette étude, elle est disponible en ligne, à la fois effectivement sur le site de l'Affecti et sur le site de l'IPE, et que c'est l'occasion aussi pour nous à l'IPE de remercier l'Affecti et tout principalement Guillemette de nous avoir aidés dans tout le travail de publication et de dissémination de cette étude, et on leur est très reconnaissant et très heureux aussi donc que vous ayez mis à disposition cette étude via votre site, et que vous ayez aussi mobilisé votre réseau dans ce cadre. Donc merci beaucoup aux collègues de l'Affecti pour tout ça. Et je voulais aussi simplement vous mentionner le fait qu'il y aura un prolongement à ce travail, notamment par le biais de différentes publications, la publication dont on a discuté aujourd'hui, mais il y a d'autres études, comme je vous l'ai dit au départ, qui ont été publiées sur des initiatives de gouvernement ouvert, notamment menées sur le plan national dans différents pays, comme la Colombie, l'Ukraine, le Portugal ou d'autres, ou Madagascar. Et je suis sûre que plusieurs d'entre vous seront intéressés peut-être par prendre connaissance de ces études qui sont disponibles sur le site de l'IPE. Et je voulais juste aussi vous mentionner en 2 mots que l'ensemble de la recherche, donc le travail qu'a mené Jonathan, mais aussi tous les autres chercheurs qui ont été impliqués dans le cadre de cette recherche sur le gouvernement ouvert, va être discuté lors d'un forum politique en ligne qui sera organisé par l'IPE du 16 au 18 novembre, donc dans 15 jours à peu près, via Zoom. Et que bien sûr la participation à ce forum est gratuite, et que donc si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire sur le site de l'Institut. Vous avez le lien ici et je le mettrai aussi dans le chat, avec donc différentes expériences qui seront partagées de tous les pays du monde, et l'ensemble du forum se tiendra à la fois en français, en anglais et en espagnol. Donc n'hésitez pas à vous connecter, à vous contacter.
Et avec l'occasion aussi d'avoir un peu cette réflexion plus globale que tu mentionnais, Jonathan, puisque participeront à la fois des représentants des ministères de l'éducation à ce forum, où il y a plus de 1300 personnes qui se sont inscrites à ce jour, mais aussi, par exemple, les représentants du gouvernement ouvert au niveau des gouvernements, puisqu'aujourd'hui, dans le cadre du mouvement de gouvernement ouvert qui s'est développé au niveau international, il y a des responsables au niveau du gouvernement qui ont été nommés pour piloter cette question au niveau plus global, au-delà du secteur éducatif à proprement parler. Et donc, ce sera intéressant aussi d'avoir ce dialogue entre ces responsables et les responsables des ministères de l'éducation directement. Voilà, c'est juste quelques mots que je voulais dire en toute fin et en remerciant à nouveau Jonathan, Guillemette et tous les collègues qui se sont connectés cet après-midi. Merci à tous. Moi, je voulais remercier également les personnes qui sont là et qui appartiennent à l'AFECTI, qui ont peut-être été informées par notre réseau. Je voulais aussi remercier l'IPE UNESCO parce que je pense que c'est un des seuls bailleurs de fonds qui acceptent de disséminer les études qui sont faites. Les autres bailleurs de fonds, moi je travaille uniquement avec l'Union européenne, la Banque mondiale ou le FMI, et on ne peut jamais disséminer nos études qui sont la propriété des bailleurs de fonds. Et c'est très dommage parce que ça ne permet pas d'alimenter la réflexion des experts. Lorsqu'ils viennent, ils découvrent, ils ne savent pas ce qui s'est passé avant. Et ça, c'était vraiment, je remercie l'UNESCO de faire ça. Ensuite, merci à toi, Jonathan, de nous avoir présenté ce travail. Moi, ça m'a beaucoup intéressée. Je ne suis pas une spécialiste de l'éducation, je suis une consultante en administration de la santé, mais je pense que les comités de gestion pourraient être utilisés, comme tu l'as dit tout à l'heure dans ta conclusion, pourraient être utilisés dans n'importe quel service public de proximité, notamment pour les centres de santé. Il y a effectivement des tentatives qui ont été faites dans plusieurs pays où je suis allée, mais oui, alors ça c'est mon téléphone, je suis désolée. Qui existent dans certains pays, mais je pense que ça ne va pas au niveau de la formalisation qui existe et de la concrétisation qui existe des centres de gestion des établissements scolaires. Et ce qui est dommage d'ailleurs, ça pourrait tout à fait être développé. Voilà.